Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver à travers cette vidéo, justement pour répondre à d'autres questions portant sur les relations qui existent entre la pandémie du corona et le Code du travail ou les dispositions de Code du travail, surtout par rapport à un élément essentiel, à savoir celui du salaire. Donc nous savons qu'il y a deux visions du salaire. Une vision juridique, puisque le contrat de travail est un contrat synalagmatique, donc en contrepartie de la prestation du travail versée par le salarié, accomplie par le salarié au profit de l'entreprise, l'employeur s'oblige, dans ce cas-là, à lui payer son salaire tel que convenu dans le contrat de travail. Mais il y a une deuxième vision du salaire, on appelle la première vision la vision juridique. Cette vision juridique peut se résumer avec l'adage qui stipule « pas de travail, pas de salaire ». La ajra bidouni amal. À côté de cette vision draconienne, juridique, issue du droit civil, le législateur social prend en considération un élément essentiel, à savoir que le salaire joue un rôle fondamental pour le salarié et pour sa famille. Donc, on parle du rôle alimentaire du salaire, ou si vous voulez, le rôle économique du salaire par rapport au salarié, par rapport à sa famille. Et dans ce cas-là, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour faire en sorte à ce que ce salaire soit protégé ou soit maintenu alors que le travailleur n'a pas exercé la prestation. Ce qui veut dire qu'on bafoue l'adage qui stipule pas de travail, pas de salaire. Là, il y aura un salaire alors qu'il n'y a pas de travail accompli par le salarié. Dans ce cas-là, on distingue entre deux types de situations où le salaire est perçu alors que le salarié n'a pas exercé sa prestation de travail. La première situation, sont les cas où l'employeur s'oblige, alors que le salarié n'a pas travaillé, de continuer quand même à lui verser soit la totalité de son salaire, soit une partie de son salaire. On appelle ceci le salaire d'inactivité. Le salaire d'inactivité. Il n'y a pas d'activité, mais l'employeur est dans l'obligation de verser ce salaire-là alors que le salarié n'a pas travaillé. À côté de l'employeur, il y a des organismes sociaux, la CNSS ou les assurances, qui se substituent à l'employeur pour verser le salaire à chaque fois qu'il y a certains événements heureux ou malheureux. À titre d'exemple, la CNSS accorde plusieurs allocations aux salariés alors qu'il n'a pas exécuté son travail, qu'il me soit permis de donner l'exemple de la maladie du salarié. En dehors des 3 premiers jours de carence, c'est la CNSS qui se substitue à l'employeur pour verser une contrepartie du salaire au salarié jusqu'à sa guérison. Il y a également l'assurance qui se substitue à payer le salaire journalier du salarié d'une manière forfaitaire, bien entendu, jusqu'à sa guérison. On appelle ces organismes qui interviennent pour continuer à verser soit la totalité du salaire, soit une partie du salaire, on les appelle le salaire de substitution. Le salaire de substitution. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté du législateur social de continuer à verser le salaire alors qu'il n'y a pas de travail. L'adage qui stipule pas de travail, pas de salaire, on peut considérer qu'il est un peu archaïque pour notre propos, vu ce que je viens de dire. Par rapport aux situations où l'employeur doit continuer à verser le salaire alors qu'il n'y a pas de travail. Il y a lieu de citer d'abord le congé payé, le congé annuel payé. Nous savons que pour chaque mois, il y a une journée et demie, ce qui nous fait un total pratiquement de 18 jours par année. Et le salarié ne va pas travailler pendant ces 18 jours ouvrables, ça lui fait beaucoup plus en termes de jours réels. Et malgré tout, il sera quand même payé par un salaire relevant de son congé payé. Si jamais il a été licencié entre-temps, il touchera une indemnité compensatrice du congé payé. Il y a également les situations où il y a des événements heureux ou malheureux qui arrivent aux salariés, genre par exemple le mariage du salarié, il ne travaille pas, il bénéficie de 3 jours de repos et pendant ces 3 jours, si jamais il est mensualisé,
l'employeur doit continuer à lui verser son salaire. Il en est de même pour la circoncision, une opération chirurgicale des enfants, et ainsi de suite. Donc, l'employeur, dans ces cas, et bien d'autres, par exemple, pendant la période où le salarié recherche un emploi à l'occasion de son préavis, il a le droit de s'absenter pendant 2 heures par jour, ou bien cumuler les 2 heures pour avoir 8 heures une fois par semaine, ou encore se mettre d'accord avec son employeur pour avoir une durée beaucoup plus longue, 30 heures chaque mois pour la recherche d'un emploi. Le Code du travail indique que cette durée-là est une durée effective du travail et par conséquent, le salaire est payé comme si le salarié avait travaillé. C'est la raison pour laquelle on parle d'un salaire d'inactivité. Donc, après la présentation de ce cadre général, allons voir maintenant ce que stipulent les dispositions du Code du travail par rapport à cette pandémie de Corona. Et bien sûr, il ne dispose pas d'une manière expresse sur la pandémie, mais d'une manière générale, puisque les règles du droit du travail et les règles du droit d'une manière générale sont des règles générales et abstraites. Force est de constater qu'il y a plusieurs dispositions du Code du travail qui prévoient que, alors que le salarié ne travaille pas, il est en arrêt total du travail ou en arrêt partiel du travail, total du travail ou partiel du travail, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il reprend son activité au sein de l'entreprise, certaines périodes d'inactivité du salarié, de suspension du contrat de travail pour plusieurs événements seront prises pour le calcul de certaines institutions fondamentales du Code du travail. J'en veux comme preuve les dispositions de l'article 1039 du Code du travail et qui indique que lorsqu'on souhaite calculer la période qui rentre en calcul pour le congé payé, l'article 239 du Code du travail indique clairement, indique de la manière la plus expresse que rentrent en ligne de compte pour le calcul des dites périodes les éléments suivants, après avoir cité les cas d'absence prévus par l'article 32, il indique que certaines absences légales qui ne dépassent pas 10 jours dans l'année ou toutes les périodes de suspension de contrat de travail, provisoire bien entendu, en raison d'un jugement ou en raison d'une décision judiciaire ou encore de la force majeure, en raison donc d'une décision administrative ou de la force majeure. Force est de constater que les autorités gouvernementales ont indiqué à plusieurs entreprises de fermer leurs portes pour justement faire face à cette pandémie de corona, pour éviter bien entendu la contagion et pour éviter à ce que celle-ci ne puisse se propager dans les différents milieux marocains. Je donnerai comme exemple les cafés, les restaurants et toutes les entreprises qui ont été énumérées par les autorités gouvernementales. Alors que ces dernières ont fermé leurs portes, une fois qu'ils vont ouvrir leurs portes, toute la période qui pourrait durer jusqu'à ce que les autorités annoncent la fin du confinement, la fin de cette fermeture, jusqu'à durant toute cette période qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait jamais. Lorsqu'on souhaite calculer la période prochaine du congé annuel de ce salarié, il y a lieu, conformément à l'article 239 du Code du travail, d'inclure cette période-là parce qu'elle est la conséquence soit d'une force majeure, et dans le cas que je viens de citer, il s'agit bien d'une décision administrative qui a prodigué, qui a imposé à ces entreprises de fermer leurs portes. Donc voici donc, à travers cet article, on comprend bien que le législateur marocain a voulu inclure toutes les périodes de suspension du contrat de travail suite à une décision administrative ou à une force majeure dans la période de calcul de congé annuel du salarié. Deuxième cas de suspension, mais qui rentre en ligne de compte pour le calcul de certains avantages aux salariés. Je parle des dispositions de l'article 359 du Code du travail et qui reprend pratiquement la même chose. L'article 359 du Code du travail indique que
pardon, pas l'article 359, l'article 352, indique que pour le calcul de la prime d'ancienneté, telle que prévue par cet article, certaines périodes de suspension de contrat de travail doivent être prises en compte pour le calcul de la dite prime. Et il indique dans le dernier alinéa la fermeture temporaire de l'entreprise en raison d'un cas de force majeure, d'une décision judiciaire ou d'une décision administrative. Donc si l'entreprise a fermé unilatéralement, volontairement, ses portes alors que les autorités ne lui ont rien indiqué, dans ce cas-là, on peut parler que cette fermeture est la conséquence directe de la force majeure, ou encore si les autorités ont inculqué l'ordre à ces entreprises de fermer leurs portes, quelle que soit la situation, la période de fermeture sera considérée comme une durée de travail effective et par conséquent, elle rentre en ligne de compte pour le calcul de la prime d'ancienneté. Comme vous le savez, un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, il bénéficie d'une prime de 5%. Lorsque l'ancienneté de celui-ci est entre 2 et 5 ans, la prime d'ancienneté est de 10% et ainsi de suite. Certains salariés continueront à travailler malgré tout. Nous savons que, alors qu'une décision du ministère, un communiqué du ministère de l'Intérieur est tombé hier pour prodiguer, pour imposer un confinement total à tous les citoyens marocains, il n'en demeure pas moins que certains métiers, certaines activités, certains secteurs d'activité seraient essentiels pour la nation. Le pain, par exemple, toutes les boulangeries, tous les commerces de ravitaillement en produits alimentaires, les supermarchés, tous ceux-ci sont essentiels pour notre survie. Et il y a également toutes les entreprises qui produisent ces denrées alimentaires, toutes les entreprises qui produisent la farine, les minoteries par exemple, etc. Donc, durant toute cette période, et puisqu'on est confiné chez nous, donc, et puisque les restaurants sont fermés, et puisqu'on ne peut pas manger par ailleurs, je peux dire que peut-être notre mode de consommation va augmenter. Et par conséquent, ces entreprises seraient dans l'obligation d'aller au-delà de la durée légale du travail. C'est-à-dire de demander à leurs salariés de travailler au-delà de la période journalière du travail, et ce, pour l'intérêt général. Cette situation est prévue par les dispositions de l'article 189 du Code du travail qui prévoit ce qui suit. En cas d'interruption collective de travail dans l'établissement ou partie de l'établissement résultant de causes accidentelles ou de force majeure, la durée journalière de travail peut être prolongée à titre de récupération des heures perdues après la consultation des délégués des salariés et le cas échéant les représentants des syndicats dans l'entreprise, et dans tous les cas de figure, la récupération des heures perdues ne peuvent être autorisées que pendant plus de 30 jours par an. La prolongation de la durée journalière de travail ne peut dépasser 1 heure et la durée journalière de travail ne peut dépasser 10 heures par jour. Je suis en train de parler d'autre chose. Cet article stipule que si jamais, pour certaines entreprises, ils sont dans l'obligation de fermer leurs portes, alors qu'ils doivent respecter leur carnet de commandes, par exemple, ces dernières peuvent obliger leurs salariés à travailler au-delà de la durée légale pour faire face à cette force majeure. Et ce, et pour récupérer toutes les heures perdues à cause du confinement total, et ceci se fait dans le cadre de 30 jours maximum par an, et la prolongation de la durée journalière ne peut jamais dépasser 1 heure et la durée journalière ne peut également dépasser en tout état de cause 10 heures par jour. Et bien entendu, pour mettre ce dispositif en place, il faudra consulter les IRP, les institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise. Alors, vous voyez que les dispositions du Code du travail réglemente ce type de situation, mais d'une manière directe. Dans le cas présent, une entreprise a fermé ses portes suite à cette pandémie pour éviter justement sa propagation, et par la suite, il se trouve dans l'obligation de satisfaire ses clients. Il a le droit, pendant une durée de 30 jours différés sur l'année, d'obliger ses salariés à venir travailler à raison d'1 heure par jour, sans qu'ils puissent dépasser 10 heures par jour, après consultation des institutions représentatives
du personnel. Force est de constater qu'il y a également d'autres dispositions qui relèvent également toujours en rapport avec la situation de la pandémie et pour éviter, comme prévention, pour éviter cette pandémie au sein des entreprises, si celle-ci n'est pas concerné par les mesures prises par le gouvernement, il peut, après concertation avec les institutions représentatives du personnel, accorder à ses salariés leurs congés payés et ce conformément à l'article 245 du Code du travail. Ces entreprises, j'en connais plusieurs à Tanger, qui ont appelé leurs délégués du personnel ou leur comité d'entreprise pour discuter avec eux la possibilité d'avancer le congé annuel payé. Et dans ce cas-là, ils seraient payés intégralement de leur salaire. Et bien entendu, plus tard, ils pourraient utiliser le dispositif de l'article 185. Je parle de la réduction du travail, dans ce cas-là, de l'interruption momentanée du travail pour des considérations qui sont exceptionnelles et qui sont insurmontable pour l'entreprise. Dans ce cas-là, l'entreprise est dans l'obligation de préserver un minimum de 50% du salaire ordinaire de ses salariés. L'entreprise peut également, vous voyez que les voies de la négociation et de la consultation et des arrangements avec les IRP, avec les institutions représentatives du personnel sont nombreuses. Si après l'épuisement du congé annuel payé, la durée persiste, la durée de la prévention, de la fermeture de l'entreprise persiste. Dans ce cas-là, l'employeur peut toujours discuter un protocole d'accord avec ses salariés pour dire que les salariés resteront en congé, mais ils ne seraient pas payés avec la totalité de leur salaire, mais une partie de leur salaire, conformément soit au dispositif de l'article 185, la réduction du travail en maintenant 50% du salaire, ou un autre dispositif qui sera l'objet de l'arrangement entre les salariés. Il peut également décider avec eux, s'ils le souhaitent, s'ils acceptent également, donc le contrat général, le contrat collectif et la loi des parties dans ce cas-là, il peut décider de bénéficier la totalité de leurs salariés après épuisement de leur congé légal prévu par les dispositions du Code du travail conformément à son article 245, d'une autre période de congé non payé. Une période de congé non payé, c'est-à-dire les salariés vont bénéficier d'un congé mais sans solde, sans qu'il y ait un paiement. Dans ce cas-là, ce n'est pas une décision que l'employeur peut prendre d'une manière unilatérale. Il y a obligation de négocier cette possibilité avec les IRP, avec les institutions représentatives du personnel. J'avais déjà eu l'occasion d'indiquer préalablement que, toujours en rapport avec le salaire des salariés, que si jamais l'employeur continue à travailler, alors qu'il y a un risque imminent pour la santé et la sécurité des salariés. À titre d'exemple, quelques salariés qui ont été contaminés par le virus de Corona. Dans ce cas-là, il y a un risque imminent à ce que les autres salariés soient contaminés. Comme mesure de prévention, l'inspecteur du travail peut demander à cette entreprise de cesser son activité dans le cadre de ce dispositif de prévention prévu par les autorités gouvernementales. Si jamais l'employeur refuse, par exemple, de répondre favorablement à ces souhaits de l'inspecteur du travail, à cette recommandation de l'inspecteur du travail, celui-ci peut saisir le président du tribunal de première instance de la ville où se trouve l'entreprise pour que celui-ci s'adresse à l'entreprise en référé, en sa qualité de juge, de référé pour ordonner à travers une ordonnance, soit de prendre ces mesures d'une manière urgente, c'est-à-dire faire en sorte à ce qu'il y ait un système de prévention efficace au sein de l'entreprise, par exemple le télétravail, par exemple le travail à distance, par exemple le fait que, s'il s'agit d'une petite entreprise, le fait que chaque salarié travaille dans son bureau en respectant d'une manière draconienne toutes les mesures qui sont énumérées par les autorités chargées de la santé au Maroc, ou encore, s'il y a un risque grave pour la santé et pour la vie des salariés, il peut ordonner carrément la fermeture de l'entreprise. Dans ce cas-là, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, les dispositions de l'article
des dispositions de l'article 347 du Code du travail, pardon, c'est pas les dispositions du Code du travail prévoient qu'en pareil cas, 547 du Code du travail prévoit que le salaire serait dû en totalité aux salariés pourquoi? Parce que cet employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité vis-à-vis de ces derniers. Les dispositions du Code du travail prévoient en pareil cas que lorsque l'article 543, lorsque l'inspecteur du travail saisit de cette affaire, c'est-à-dire de son procès-verbal de constatation de ce danger imminent, le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, et par une requête de cet inspecteur du travail, le président peut ordonner les mesures qu'il juge nécessaires, j'en ai parlé, par exemple le travail à distance, le télétravail, ou il peut également, bien entendu, ordonner la fermeture de l'établissement si jamais il y a un risque pour la santé et la sécurité des salariés. L'article qui vient juste après, article 544, indique que l'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler en raison de la fermeture prévue par cette ordonnance du juge de référé, par manque de respect des mesures de prévention contre, par exemple, dans notre propos, la propagation du virus du corona ou la prévention contre ce risque de contamination par ce virus, ils peuvent bénéficier de la totalité de leur salaire. Si jamais, par hasard, l'entreprise ferme ses portes, ces salariés auraient droit aux indemnités prévues par le Code du travail, conformément à l'article 41, 53 et les dispositions portant sur le préavis à la totalité de leur indemnité pour rupture abusive de leur contrat de travail. L'employeur ne peut pas invoquer dans ce cas-là la force majeure parce qu'il aurait pu, rappelez-vous, la force majeure nécessite l'existence cumulative de 3 conditions, c'est un fait imprévisible, insurmontable et irrésistible. Ce fait-là n'était pas irrésistible et il n'était pas insurmontable. L'employeur aurait dû faire le nécessaire pour prévenir ce risque, il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas arguer de la force majeure. Reste à dire que nous avons tous, en tant que citoyens marocains, et d'ailleurs la Constitution de 2011 l'indique d'une manière expresse, nous avons l'obligation morale, l'obligation de citoyenneté marocaine nous impose à partager toutes les dépenses de l'État. C'est-à-dire à participer aux aléas qui peuvent subvenir à notre pays. Et vous avez remarqué que plusieurs corps de métier, plusieurs personnalités marocaines participent au fonds qui a été créé par Sa Majesté le Roi pour contrecarrer justement les aléas de ce virus de Corona Covid-19. À ce titre-là, plusieurs fonctionnaires, ils ont fait don de leur salaire ou une partie de salaire à ce fonds dédié à la prévention des aléas du virus de Corona. Et à cet effet, bien sûr, un fonds avec un certain nombre de milliards, de mémoire 35 milliards, doit être réuni à part le billet de l'État pour justement faire en sorte à ce que les parties les plus vulnérables de la société puissent continuer à vivre dignement. 2 raisons pour l'existence de ce fonds. D'abord, comme le souhaite Sa Majesté le Roi, la protection de l'emploi. C'est un mot majeur, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans ce projet, dans ce processus de maintien de l'emploi. Ensuite, la protection de l'entreprise. Lorsqu'on protège la survie de l'entreprise, quelque part, on est en train de protéger l'emploi. Et bien entendu, la protection des populations les plus vulnérables de la société. À cet effet-là, donc, il y a lieu de distinguer 2 situations. Soit que l'entreprise a procédé au licenciement des salariés parce que le carnet de commandes n'y est plus, parce qu'il a perdu ses clients, parce que c'est le seul moyen de survivre et il a prononcé des licenciements pour des raisons économiques, technologiques ou pour des raisons similaires. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Dans ce cas-là, le salarié peut bénéficier d'un système qui est prévu par les dispositions du Code du travail et une loi qui le complète. Je parle du système
de l'IEP, l'indemnité de perte d'emploi. C'est une allocation accordée par la CNSS, limitée à une période de 6 mois, plafonnée à 6 000 dirhams par salarié et qui ne peut en aucun cas dépasser le SMIC de ce salarié, mais le plafond de celle-ci est de l'ordre de 6 000 dirhams. Et bien sûr, ce système-là permet aux salariés de continuer à vivre et à faire vivre sa famille en attendant d'abord que le confinement soit levé et qu'il puisse plus tard rechercher un emploi et pourquoi pas reprendre son premier emploi. Il faut rappeler que les dispositions du Code du travail donnent aux salariés qui ont été licenciés pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles ou similaires la priorité d'embauche. C'est ce qui prévoit également les dispositions du Code du travail qui portent sur le licenciement pour des raisons économiques, technologiques ou structurelles. Je cherche avec vous l'article relatif à cet état de fait et c'est bien entendu l'article 71 du Code du travail qui indique les salariés licenciés pour des raisons économiques, technologiques, structurelles ou similaires bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues par l'article 508. L'article 508 du Code du travail indique que certains salariés, soit temporaires, soit licenciés pour des raisons économiques, technologiques, bénéficient de la priorité d'embauche dans les 365 jours qui suivent leur licenciement si jamais l'entreprise qui a procédé à ce licenciement crée de nouveaux emplois, crée de nouveaux postes de travail, ils ont cette priorité. Donc voici que la CNSS déjà prend en charge l'IPE comme moyen de continuation de versement, soit de la totalité du salaire pour les smicards ou une partie de salaire pour ceux qui touchent beaucoup plus que les sommes prévues par la loi qui a institué l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi. Mais à côté de ce dispositif, et suite aux recommandations de Sa Majesté le Roi, visant à créer ce fonds-là pour le soutien de l'économie nationale, à travers une batterie de mesures qui doivent être proposées au gouvernement, notamment en termes d'accompagnement des secteurs vulnérables, pour justement contrecarrer le choc induit par la crise du coronavirus, tel que le secteur du tourisme qui connaît aujourd'hui de véritables aléas, ou encore le secteur de restauration qui est carrément fermé pour toute activité aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ces directives royales, un fonds a été créé à cet effet. Et le ministre des Finances a saisi la commission de finances, du Parlement, de la Chambre du Parlement, pour lui demander de faire des propositions, comment on peut justement faire en sorte à ce que ce fonds soit distribué. Et celle-ci avait, entre autres, recommandé plusieurs mesures, parmi lesquelles participer à l'indemnisation des salariés qui sont licenciés à cause de la propagation du virus, de ce virus-là, Covid-19, le coronavirus, à travers un dispositif qui serait mis en place par les autorités gouvernementales. Suite à ces recommandations, le ministre des Finances, avec le ministre du Travail, le directeur de la CNSS et la CGEM ont mis en place une convention qui vise justement à bénéficier de ce fonds pour apporter leur contribution à travers le fonds pour justement permettre aux salariés de continuer à percevoir non pas un salaire, mais plutôt une indemnité. Donc, cette convention qui s'intitule « Convention de partenariat pour l'accompagnement des secteurs vulnérables au choc induit par la pandémie du coronavirus Covid-19 » est entrée en vigueur et il a confié à la CNSS justement de faire en sorte à ce qu'ils mettent en place deux types de mesures. La première mesure, il consiste à verser aux salariés qui ont fait l'objet d'un arrêt de travail total ou partiel, l'entreprise a fermé définitivement ses portes, ou encore il a fermé partiellement ses portes. Dans ce cas-là, la CNSS, à travers ce fonds,
à travers ce fonds. Donc les fonds, ils vont, l'argent, il va venir de ce fonds. Il va verser une indemnité à ses salariés licenciés dont le contrat a été rompu à cause du coronavirus, une indemnité équivalente à 2000 dirhams net par mois. À 2000 dirhams net par mois, mais avec certaines conditions. Il faudra que le salarié fasse partie de l'effectif de l'entreprise avant le mois de février. Au plus tard, le mois de février, avant le mois de février, il faut qu'il fasse partie de l'entreprise. Il faudra que l'entreprise qui est concernée par cette mesure soit membre de la CGM, soit adhérente, membre de la CGM. Il faudra que l'employeur ait déclaré ses salariés à la CNSS. Les salariés qui vont bénéficier de ces régimes doivent être immatriculés à la CNSS et l'employeur doit avoir payé précédemment à ceux-ci toutes les cotisations dues à la CNSS, aussi bien les cotisations patronales que les cotisations salariales. Donc, première mesure, il consiste en l'octroi d'une indemnité mensuelle de 2000 dirhams, en plus des allocations familiales qui continueront à être versées normalement par la CNSS, selon les dispositions réglementaires en vigueur, et en plus également du profit de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, à tous les salariés qui sont déclarés à la CNSS. Force est de constater que les salariés qui ne sont pas déclarés à la CNSS, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas du régime de la CNSS, ils sont hors du champ de l'application de cette convention. Certainement plus tard, le dispositif qui sera mis en place par le gouvernement et surtout après les recommandations de la Commission des finances du Parlement et qui a insisté sur le fait de prendre en charge tous les salariés du secteur informel ou les salariés indépendants, Talmacho, Nas Diel Mokef, Dexbar ou le plan B qui travaille pour son compte, etc. Tous ces gens-là, Sahab Kraras, le Faracha, etc., puisqu'ils sont interdits d'exercer leurs fonctions et il leur faut un revenu, certainement l'État va réfléchir à un système justement pour compenser la perte d'activité de ces gens-là en octroyant une indemnité. Pour le moment, ce n'est pas encore mis en place, mais je suis sûr et certain que ça va être le cas. C'est d'ailleurs les recommandations sacro-saintes de Sa Majesté le Roi pour protéger les parties les plus vulnérables de la population marocaine. Donc, première mesure, il s'agit d'octroyer cette indemnité de 2000 dirhams. Cette indemnité a une date d'effet. Elle prend effet à partir du 15 de ce mois, le 15 mars, pour se terminer au plus tard le 30 juin. Si peut-être la chose continue, peut-être on va proroger. Pour le moment, la convention parle d'une période allant du 15 mars jusqu'au 30 juin. Deuxième mesure qui est prévue par cette convention signée par les trois parties, gouvernement marocain via le ministre des Finances, le ministre du Travail, la direction de la CNSS et la CGM. Deuxième mesure, toutes les entreprises qui ont comment dirais-je, licencié, qui ont rompu, qui ont mis fin à moins de 20% de leur personnel. Moins de 20%. C'est une condition prévue par la Convention. Il faut que l'entreprise ait licencié moins de 20% de son effectif. Ils peuvent bénéficier, dans ce cas-là, d'une prise en charge par l'État des cotisations sociales patronales qui relèvent également de la taxe de la formation professionnelle, à condition qu'ils s'engagent, qu'ils aient déjà réduit leur personnel de moins de 20% ou qu'ils s'engagent via une déclaration à la CNSS que, si jamais ils ne l'ont pas encore fait, de ne réduire que 20% de leur personnel, pas plus que 20%. Dans ce cas-là, l'État va se substituer à eux pour verser à la CNSS les cotisations patronales dues à la CNSS ainsi que la taxe professionnelle. Ils seraient exonérés de ces charges patronales dues à la CNSS et de la taxe professionnelle, justement de la période allant du 15 mars jusqu'au 30 juin, de la même manière que pour l'indemnité qui est allouée aux entreprises qui ont mis fin au contrat de travail d'une manière totale ou d'une manière partielle à leur entreprise. Qui sont les entreprises éligibles?
pour bénéficier de ces systèmes. D'abord, force est de constater que la Convention prévoit que ce sont les entreprises qui sont adhérentes, qui sont membres de la CGM. Mais est-ce que toutes les entreprises de tous secteurs confondus vont bénéficier de ce régime prévu par cette convention? La convention indique qu'il y a une commission, un comité de veille économique qui doit se réunir et mettre en place une commission technique qui décidera, suite aux propositions de la CGM et de certaines confédérations, est-ce qu'ils vont bénéficier de régime ou pas. Donc, c'est une commission qui va se réunir plus tard pour nous indiquer que voici les secteurs qui vont bénéficier de ce régime. À titre d'exemple, le secteur du tourisme. Autre exemple, le secteur de la restauration tout entier, avec les aléas de sa fermeture, bien sûr, il va connaître énormément de difficultés et bien entendu, il peut, suite aux recommandations qui verront le jour plus tard, pour le moment, mais elle m'a les décisions de la commission pour savoir quels sont les secteurs d'activité qui vont bénéficier de ce site. Donc vous voyez que l'État, il a pris en charge les conséquences négatives sur les revenus des salariés suite au confinement, suite à la fermeture des entreprises, suite à la réduction du personnel due à la pandémie de coronavirus. Dans ce cas-là, l'État a pris ses responsabilités vis-à-vis des salariés. Il encourage de même les entreprises à continuer à garder leurs salariés en octroyant à ces dernières des avantages sociaux. L'avantage de ne pas payer, d'être exonéré des cotisations sociales patronales et de la taxe professionnelle. Donc, ce sont des systèmes qui sont mis aujourd'hui en place pour contrecarrer les conséquences du virus de la coronavirus, de la pandémie coronavirus Covid-19 pour maintenir l'emploi ou encore pour atténuer les conséquences de ce dernier lorsqu'il s'agit de la suspension provisoire du contrat de travail des salariés ou encore de licenciement pur et simple des salariés suite à la fermeture par décision administrative. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Juste une petite chose, que le ministère du Travail a essayé de mettre en place un guide qui reprend plusieurs questions possibles qui pourraient être posées s'agissant des conditions de travail, avec les considérations exceptionnelles que l'entreprise vit aujourd'hui, justement pour éviter la pandémie de coronavirus. Il s'agit d'un guide avec plusieurs questions posées par le ministère, les plus souvent posées par les interlocuteurs du ministère du Travail et qui donnent des réponses à plusieurs interrogations des employeurs, des salariés et des syndicats. Voici ce que j'avais à dire dans cette deuxième partie, en relation avec le salaire des salariés, étant entendu qu'il y avait déjà une première intervention sur cette question et toujours en relation avec le salaire des salariés, j'avais parlé des dispositifs prévus par l'article 300 du Code du travail et qui indique qu'en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement, c'est-à-dire si jamais l'employeur viole les dispositions relatives au chapitre ou livre portant sur les mesures d'hygiène et de sécurité, il peut se voir être condamné conformément aux dispositions des articles 298, 299 et 300 par une peine qui peut aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Et dans ce cas-là, l'employeur continuera pendant toute la fermeture temporaire de l'entreprise. Il est tenu de continuer à verser le salaire de ses salariés, les indemnités et les avantages en espèces et en nature qui sont dus et qui touchaient avant la date de la fermeture. Donc le salaire, vous avez remarqué qu'il est dû en totalité ou en partie. C'est un salaire d'inactivité ou il y a un salaire de substitution via certains organismes tels que la CNSS qui peut verser
cette continuité de salaire, de revenus aux salariés via soit le système de l'IPE, l'indemnité de perte d'emploi, soit le système prévu par la convention signée entre l'État, la CGM et la direction de la CNSS. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous retrouver dans le cadre d'une autre vidéo sur un autre thème, toujours en rapport avec la pandémie de coronavirus. Et je demande au grand Dieu là-haut de nous protéger tous, de protéger notre patrie, de protéger notre roi, de protéger notre famille et surtout, respectez s'il vous plaît les directives des autorités de santé, les directives des autorités marocaines sur le confinement total. Il y va de notre vie, il y va de notre survie, de ceux qu'on aime, de nos proches, de nos familles, de nos amis, de notre peuple. Allah يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية et merci pour votre attention.